Bon, bah, on va commencer du coup tranquillement, puis les derniers nous rejoindront en cours de route. Bon, eh bien déjà, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire en compagnie de Philippe Joubert. Même si j'ai une bonne idée des sujets qu'on va aborder aujourd'hui, puisqu'on a quand même un petit peu préparé la session avec Philippe, j'ai vraiment hâte de rentrer plus en détail là-dedans, puisqu'il y a pas mal d'éléments, je pense, que je vais aussi découvrir avec vous aujourd'hui. Juste avant qu'on démarre, est-ce qu'il y a une ou deux personnes qui peuvent me dire que tout ce qui est son, image, c'est tout bon pour tout le monde? Ouais, ok. Bon, bah c'est parti. On y va alors. Peut-être Philippe, si tu as aussi, si tu nous dis un petit bonjour, comme ça on vérifie que le son est ok de ton côté aussi. Bonjour. Ok. Bon, bah super. Alors, du coup, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, quelques mots peut-être sur Steam, sur qu'est-ce qu'on fait, mais très rapide pour laisser ensuite la place à Philippe. Alors du coup, de manière très concrète, nous, on accompagne les entreprises qui ont besoin de se réinventer en leur apportant les méthodes, les outils pour repenser leurs produits, leurs services, leurs processus. Lorsque notamment faire mieux et plus ce qu'elles font déjà n'est plus suffisant. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles les entreprises peuvent se retrouver dans cette situation, à se dire finalement, il va falloir que je refonde mon produit, mon service. Mais entre autres, la raison pour laquelle on est là, nous, aujourd'hui, c'est notamment tout ce qui est les enjeux autour de l'environnement, qui rendent notamment caduques un certain nombre de modèles et de paradigmes historiques dans les entreprises. Mais du coup, pour mener cet effort de réinvention, qui est du coup plutôt nous ce qu'on fait d'habitude, avoir les bonnes méthodes, les bonnes solutions, ça suffit pas. C'est quelque chose qu'on a pu voir notamment dans pas mal d'échanges qu'on a eu sur les derniers mois avec certains d'entre vous qui sont d'ailleurs connectés aujourd'hui. Notamment quand on veut réinventer en profondeur les fondamentaux de l'entreprise, remettre en question l'architecture du produit, les modes de contractualisation client, le positionnement dans la chaîne de valeur. Enfin, finalement, quand on veut vraiment remettre en question certains fondamentaux, accepter même de dégrader certains paramètres de qualité, ce qui peut faire hérisser les voiles de certaines personnes en entreprise. Du coup, ça nécessite des décisions et des investissements qui ne peuvent pas être faits sans le soutien et un engagement assez fort finalement à l'échelle de toute l'entreprise. C'est pas juste une personne qui peut dans son coin se dire voilà, je vais repenser assez fortement ce que fait mon entreprise. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a invité Philippe Joubert, alors fallait préciser, donc d'origine franco-brésilienne, très important, ancien directeur général délégué d'Alstom et ancien président d'Alstom Power, du coup qui accompagne aujourd'hui, tu compléteras Philippe, et Oui, qui bien accompagne sûr. aujourd'hui les dirigeants de grands groupes sur les enjeux du coup en lien avec l'environnement, siège dans différents conseils d'administration dans pas mal de boîtes, de ce que j'ai récupéré comme information, au World Business Council for Sustainable Development, désolé pour l'accent. Non, mais c'est déjà un premier test, ça. Ceux qui savent dire WBCSD comme ça sans réfléchir, c'est bien. C'est parfait. Voilà, et qui a créé en 2016 du coup Earth on Board, donc pour sensibiliser, accompagner finalement les conseils d'administration dans la prise en compte des enjeux environnementaux au sein des entreprises. Mhm. Mais du coup, dans cette partie-là, on y reviendra un petit peu plus tard dans l'entretien. D'accord. Alors, juste avant de commencer, juste une petite précision qu'on me demande de faire dans l'oreillette. Donc, sur le principe de ce webinaire, c'est, voilà, on va avoir ce premier échange avec Philippe dans toute cette première partie. Pour interagir avec nous, donc, on va garder un petit moment à la fin, enfin un petit moment, un grand moment à la fin, pour que vous puissiez poser vos questions. Pour ça, pour que ce soit le plus simple pour nous, pour gérer, le mieux, c'est d'utiliser la petite fonctionnalité Q&A ou questions-réponses en bas de votre écran ou en haut, selon le navigateur que vous avez. Comme ça, ça nous permet de mieux réguler les questions et c'est plus simple à gérer. Après, si vous voulez réagir en live, simplement faire des commentaires, n'hésitez pas à utiliser le chat sans problème. Voilà pour la petite précision technique. Bon, du coup, ce que je vous propose, c'est... tu voulais rajouter quelque chose, Philippe, ou c'est bon? On y va, On est sans parti alors. problème. Sans problème. Donc sans transition, du coup, ce que je voulais, le point sur lequel je voulais revenir dans un premier temps, c'était plutôt à votre expérience en tant que dirigeant chez Alstom. Donc avant de fonder Earth on Board, vous avez été donc directeur général délégué d'Alstom et président d'Alstom Power entre Mhm. 2004 et 2014, si j'ai les bonnes dates. Ouais. Et donc, avant ça, vous dirigez la filiale Amérique latine d'Alstom et vous aviez été rappelé
pour finalement redresser en fait Alstom Power qui était en faillite suite à des Mmh. mauvais choix technologiques. Donc ma première question, Ouh, c'était ça c'est résumé. Oui, mais c'est pas loin de la vérité, voilà, effectivement. non, bah, ouais. Du coup, ma première question, c'était bah, peut-être d'en dire un petit peu plus sur le Ouais, contexte de l'entreprise à absolument. l'époque et puis comment finalement, de fil en aiguille, vous en êtes arrivé à intégrer ces enjeux environnementaux, bah, Oui, finalement comme quasiment un levier pour redresser l'entreprise. absolument. Ben, c'est ce que vous avez dit. Donc, jusqu'à à peu près 2000, je travaillais au Brésil. Après un passage dans la finance à Wall Street, j'étais revenu au Brésil et j'avais pris la direction financière d'Alstom à l'époque, qui était déjà d'ailleurs en très mauvaise santé au Brésil, qu'on avait petit à petit redressé. Et en 2000, on m'a demandé de rentrer en France, à la maison mère, comme il disait chez Alstom. Et pour d'abord reprendre le business T&D, transmission et distribution d'énergie, qui allait bien, mais qui devait revoir un petit peu sa copie en termes stratégiques et en termes de développement international. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et déjà en introduisant, déjà en 2000, il était assez clair que l'environnement, les considérations environnementales, l'arrivée de nouvelles technologies allait complètement modifier la configuration des réseaux électriques. C'est ce dont je me suis occupé pendant 3 4 ans. Puis après, surprise, surprise, on m'a dit, ben voilà, on a un petit problème. On vient de racheter une entreprise qui s'appelait ABB Power. Il y avait un petit problème avec des technologies de turbine à gaz et on est en mauvaise passe. Et là où votre mot faillite est peut-être un peu fort, mais pas très loin, la taille du trou qu'on avait creusé dans cette division Power était telle que le groupe entier était en risque. Et donc, on a commencé par vendre le business dont je m'occupais. Donc voilà. Et donc au lieu de le développer, on va le vendre pour faire du cash. Dure réalité du business. Et ben, je dis bon, bah, à bientôt, alors pas de problème. Et en fait, ils m'ont dit non, on aurait peut-être que vous restiez pour redresser le truc là qui m'allait pas bien. Donc, je me suis attelé à la tâche de redresser la partie power. Et c'est là où le sujet de notre conversation rentre en ligne de compte, parce qu'en fait, quand vous êtes en crise, alors je ne veux pas vous ramener l'histoire de l'écriture chinoise, crise veut dire opportunité, etc., etc. C'est pas ça. Quand on est en crise, il y a un certain nombre de choses qui se passent. Il y a d'abord le fait que vous pouvez mobiliser les gens assez facilement, en fait, autour d'objectifs et autour de l'idée qu'il va falloir s'en sortir. Vous pouvez aussi assez facilement faire passer un certain nombre de sacrifices qu'il faut faire parce que tout le monde comprend bien qu'on ne s'en sortira pas de la même façon qu'on est arrivé dans le trou. Donc, ça, c'était pas mal. La deuxième chose, c'est comme le problème était vraiment technologique, c'était une erreur technologique. Et ça, donc, ça situe l'importance du débat. En gros, on avait acheté une boîte qui fournissait des turbines à gaz. C'est important aussi pour la suite de la conversation. Des turbines à gaz qui ne fonctionnaient pas bien, en tout cas qui ne rencontraient pas leurs critères d'efficacité, comme disent les Canadiens. Et donc, avec des clients privés qui regardaient les contrats et on avait des liabilities, on avait c'était un trou de plusieurs milliards par an. Donc, voilà, il faut faire très attention lorsqu'on parle de dégradation de la qualité. Je vous ai entendu dire ça et moi, effectivement, ça me hérisse un peu parce que c'est cher, c'est cher en général dans ce style de métier. Donc, j'ai fait 2 choses. D'abord, les 2 premières années, évidemment, on a pris les recettes classiques de redressement, coupure des coûts, restructuration, fermeture, et cetera. Réorganisation autour des business et non pas, à la suite, d'années, voire, de petits siècles de développement. Donc on a remis tout ça en place et après, on a fait une chose qui, à l'époque, était effectivement un peu révolutionnaire. J'ai décidé d'écouter les parties prenantes. Donc ça, déjà, en 2006, c'était nouveau. Et donc, on a réuni les parties prenantes de Alstom Power, en gros, les patrons des grands clients, mais aussi quelques universitaires et évidemment les cadres de l'entreprise et pour essayer d'inventer l'avenir autour de scénarios. J'ai fait venir des spécialistes à l'époque de Shell, qui étaient les rois du scénario, et on a fait plusieurs scénarios. Et pendant un jour et demi, on écoutait les clients
et les technologies d'avenir. Donc, il y avait des startups aussi, des gens qui inventaient des trucs de fou. Par exemple, C'est- oui, C'était en quelle année ça, juste pour peut-être 2000 resituer? 2005, 2006, Ok, effectivement, c'était l'époque où c'était encore très émergent comme pratique. Ouais. ça commençait, mais personne ne l'avait utilisé vraiment pour en faire une stratégie. Donc, en fait, on avait fait émerger un certain nombre de stratégies, pardon, de scénarios. Et autour de ces scénarios, on a construit la stratégie d'Alstom. Donc en 2006, d'Alstom Power. En 2006, pour vous donner une idée, c'est là qu'on a découvert le carbon capture and storage. C'est là qu'on a découvert l'émergence réelle de l'éolien ou du solaire. C'est là que, évidemment, on a été convaincu que le nucléaire devrait jouer un rôle moteur dans cette organisation, mais peut-être pas en France, parce qu'il y avait des réticences déjà. Mais enfin bon, bref, c'est grâce à ça, et c'est là que je voulais conclure peut-être cette première partie, c'est grâce à ça qu'on a pu redresser, remettre Alstom dans des directions on va pas dire en écoutant le marché, mais en écoutant l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire aussi en écoutant des gens qui étaient utilisateurs de nos clients. Et pourquoi vous, du coup, vous étiez convaincu que c'était, parce que vous parliez là de scénario, finalement, qu'est-ce qui est sorti de cette démarche? Quels scénarios ont fait, entre guillemets, mouche et et ont permis en fait d'orienter la stratégie dans ce sens-là plutôt Oui, que peut-être dans un sens plutôt classique au oui, bien final? sûr. Ben, mais d'abord, vous savez, un scénario, c'est pour répondre à la question what if. C'est pas pour, c'est ce que la plupart des gens font une petite erreur méthodologique. C'est pas pour déterminer votre stratégie. C'est pour réfléchir à what if. Qu'est-ce que vous feriez si il arrivait ça? Et qu'est-ce que vous feriez? Quelles sont les réponses que vous avez? Donc, c'est plutôt un exercice de résilience et un exercice d'orientation que déterminer ben, quelle est votre stratégie dans ce cas-là. Qu'est-ce que vous avez choisi? Ça, c'est le choix du management, bien entendu. C'est pour ça qu'il y a pas tous les gens qui nous ennuient, j'allais dire, avec cette histoire de perte de pouvoir ou perte de. C'est ridicule. Les scénarios, ça vous donne un certain nombre de pistes pour réfléchir et déterminer votre stratégie. Alors pourquoi j'étais convaincu ben parce que, et c'est là on y reviendra tout à l'heure peut-être, vous savez, pour redresser une entreprise, il y a une seule règle. Il ne faut pas avoir peur des conclusions de votre analyse. La plupart des gens savent ce qu'il faut faire dans le management. La plupart. Ils sont intelligents, ils ont fait des grandes écoles, ils ont tous les éléments. Quand vous êtes CEO d'une boîte qui fait 10 milliards d'euros, vous avez toutes les informations que vous voulez. Toutes. Je ne sais pas, ça ne marche pas. Vous savez tout. La seule chose, c'est que votre conclusion vous amène à des choses un peu effrayantes par rapport, de temps en temps, à des risques énormes, à des décisions dures. Et si vous avez peur de ça, ben vous en sortez pas. Donc en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le taureau par les cornes et on a déterminé un certain nombre de choses. Et c'était absolument évident que si vous preniez simplement une petite variante, par exemple le prix du carbone, et que vous l'injectez dans vos scénarios, vous arrivez très 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 vite à la conclusion que ben, charbon va avoir un problème. Mais vous arrivez à une conclusion un tout petit peu plus fine qu'il faut fermer le charbon. Il ne faut pas confondre charbon et émissions de CO2. Donc peut-être, et c'est là que rentre votre regard technologique, peut-être que l'idée, c'est proposons une solution pour que le charbon soit maintenant un allié et donc ne soit pas émetteur de CO2. Et peut-être qu'avec le carbon capture and storage, on peut considérer qu'une partie du charbon, pas tout, bien entendu, mais qu'une partie du charbon pourrait encore être une solution. Mais ça vous amène à une autre conclusion, qui est le gaz sera le prochain charbon. Donc il ne faut pas non plus, et c'est là par exemple qu'on a décidé d'arrêter la R&D sur l'augmentation de la taille des turbines à gaz. La course à l'échalote de l'époque, où tout le monde se battait à coups de centaines de millions d'euros de R&D pour améliorer l'efficacité d'une turbine, en Kaizen, encore une fois, l'efficacité d'une turbine existante, pas pour rechercher des choses bizarres, mais Mm. pour améliorer les choses, c'est fini. Donc on arrête. Donc il y a quand même des décisions assez pratico-pratiques qui vous amènent à la solution. Donc vous, ça c'est quelque chose que vous avez fait. Vous avez arrêté les travaux Ouais, à l'époque sur, par exemple, les turbines à gaz.
On a arrêté de rechercher des grandes turbines à gaz comme le faisait GE, Siemens ou Mitsubishi, en disant c'est pas D'accord. là que va se situer le marché, parce qu'il faudrait y associer aussi, et d'ailleurs, comme par hasard, c'est ce que le marché a déterminé quelques années plus tard, Mmh. OK, bon. parce qu'il se trompe Et pas. du coup, enfin et ça a été Ouais, enfin, vous ça a été connaissez. j'imagine pas pardon, allez-y. Allez-y, allez-y, je vous en prie. Non, non, je disais non, mais enfin, ça a pas dû être, évident parce que j'imagine qu'il y avait des équipes qui travaillaient à 100 sur, Bien l'amélioration sûr. de ces fameuses turbines à gaz, donc il y a dû avoir certaines levées de boucliers en interne, je pense pas trop me tromper. Du coup, Non. comment ça a été, géré, perçu? Parce que bon, vous disiez l'entreprise était dans un risque existentiel. Du coup, il y avait un certain nombre de sacrifices que les gens étaient Ouais. peut-être prêts à faire ou à accepter, mais bon, c'était pas non plus peut-être une, décision, Alors ça, c'est la seule chose qu'on n'a pas touchée. Quand vous êtes en risque existentiel, la première chose qu'il faut faire, c'est garder la recherche et développement, et au contraire, lui donner plus de moyens pour en sortir. Donc, eux, ils ont eu aucun problème parce qu'il fallait déjà qu'ils corrigent les erreurs qu'ils avaient faites les années précédentes et nous sortir de la situation difficile où on était. Donc, la question c'était plutôt une question de réorientation des programmes plutôt que de diminution de la taille ou même de OK, l'investissement R&D qui était colossal. Une turbine à gaz, vous parlez souvent de 10, 15, voire plus de votre chiffre d'affaires destiné à la R&D. Donc, on ne parle pas de peanuts, on ne parle pas des 1 ou 2 en général de l'industrie. Là, on parle vraiment de grosses sommes. d'accord. Donc c'était plutôt effectivement une réorientation du coup Oui, des efforts. absolument, absolument. OK. Bah, mais merci déjà de planter un petit peu le Voilà. décor. Du coup, enfin, moi, le point est vraiment que je voulais aborder dans ce webinaire, c'était, le fait que, bah, sur les dernières années, il y a eu pas mal de prises de conscience, notamment au niveau collectif, de ces enjeux, Ouais. autour de l'environnement, autour du climat. D'ailleurs, il y a encore quelques jours, on a eu, une mise à jour des prévisions Météo France qui disait: «Bon, bah, d'ailleurs, ça va être un peu plus compliqué encore que ce qui était déjà prévu en termes de réchauffement». Hem Au final, presque tout le monde aujourd'hui, comme vous le disiez, enfin tout le monde le sait, les dirigeants, comme tout le monde, sont au courant, de tous ces sujets-là. Et pourtant, quand nous, on regarde un petit peu au niveau des entreprises, quand on échange avec, Mhm. certaines personnes qui s'intéressent au sujet, on a souvent la sensation que finalement le sujet, il n'est pas vraiment pris en compte ou bien de manière assez insuffisante. On a même des personnes qui sont parfois un petit peu frustrées de dire: «Bah, il faudrait faire un peu plus» et cetera. Comment enfin, on on sait pas très bien, c'est finalement, nous, à quel endroit ça coince, ça Ouais, bloque. Probablement qu'il suffit pas d'avoir des bonnes intentions, hein, pour y arriver, c'est probablement plus compliqué que ça. Mais c'est vrai qu'il y a souvent ce décalage qui apparaît, et du coup, je voulais un petit peu avoir vous, votre mm, vision, de l'autre côté finalement, du rideau. Pourquoi finalement c'est si compliqué, d'intégrer cet enjeu-là, en fait, au cœur des préoccupations de l'entreprise? ouais. Ouais, Ah, il y a voilà la question. beaucoup, il y a plusieurs niveaux évidemment de complexité. Je dirais la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est addicted au carbone. On a une addiction au carbone. Alors, je dis ça pour en choquer un petit peu, parce que peu de gens le disent. Regardez, notre développement est dû essentiellement à l'utilisation du carbone. Tout ce qu'on a là est né il y a moins de 50 ans en général, grâce au développement des fossiles fuels, pour être simple. Donc cette addiction-là, qui nous conduit maintenant à, et ça c'est connu depuis un moment, mais j'ai un ami, un professeur de Cambridge, vous avez oublié de dire que maintenant, et j'en suis très fier, je aussi fais des séminaires à Cambridge, donc à l'université, euh, avant le Brexit, après le Brexit, je ne sais pas, on verra, mais enfin pour l'instant, j'ai un ami qui est professeur à Cambridge et qui traite un sujet qu'il appelle la grande accélération. C'est-à-dire, en fait, il reprend l'ensemble des courbes de développement de l'humanité et l'impact sur les systèmes Terre. Et on s'aperçoit qu'en fait, tout est devenu exponentiel à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc en fait, tout ce qu'on a là aujourd'hui, c'est une addiction au carbone. Et n'importe quel médecin vous dira que pour soigner une addiction, la première chose qu'il faut faire, c'est la reconnaître. Et ça en être convaincu. Alors nous, on est encore, on est passé par toutes les phases.
on est passé par le changement climatique, si on prend celui-ci, mais on pourrait prendre la biodiversité, c'est pareil. Donc, le changement climatique, n'existe pas. Bon, première chose. Deuxièmement, ah oui, ça existe, mais c'est sûrement pas, dû à l'activité humaine. On nous a inventé l'axe de la Terre, enfin plein de choses. Et puis après, on nous a dit: «Ah ben oui, c'est l'activité humaine en effet, mais on ne sait pas faire. On peut pas s'arrêter, c'est pas possible, donc on continue». Et puis, maintenant on en est à: «Ah ben c'est trop cher». Alors, donc une fois qu'on a passé toutes ces phases de déni, parce que c'est ça, on va peut-être pouvoir s'occuper du problème. Je pense qu'on arrive maintenant à la phase où on peut effectivement commencer à s'occuper du problème. Alors pourquoi j'ai fini sur «c'est trop cher»? Parce que finalement, c'est probablement, le vrai blocage. C'est-à-dire que, et on revient à ce que je disais tout à l'heure, on se ment tranquillement. On veut quand on dit: «C'est trop cher», on oublie la moitié des coûts d'un côté et on met, beaucoup trop d'avantages de l'autre. Alors puisqu'on parlait d'énergie, Exactement. Alors, hein? qu'est-ce que ça veut dire, on se ment tranquillement? Bah, voilà, parce que si on prend l'exemple de l'énergie tout à l'heure, j'aime bien provoquer en disant: «Le problème, c'est pas le charbon, c'est le CO2 dans l'atmosphère». Parce que ça, c'est la première erreur qu'on commet en général. On simplifie les choses et on fait basiquement une erreur. Donc quand on compare 2 coûts de génération d'électricité, d'un côté le charbon, de l'autre côté le nucléaire, de l'autre côté, le renouvelable. On va en général ne pas compter le coût du CO2 dans l'atmosphère. On n'essaye même pas de l'approcher. Donc on continue à acheter des centrales de charbon sur la base de cash flow qui ne considèrent pas le coût, du CO2, on le met sous le tapis, tout en sachant qu'il existe, bien entendu, et tout en sachant que le fait que le CO2 n'ait pas de prix, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un coût. Ça veut dire que le coût, on l'envoie pour les prochaines générations. C'est tout ce qu'on fait. Mais on le fait quand même. Donc, c'est pour ça que je dis on se ment tranquillement. Sur le nucléaire, on, on, on oublie un petit peu quand même un certain nombre de désagréments du nucléaire. Mais on ne lui met pas à son bénéfice le fait qu'il n'émet pas ou presque pas de CO2, malgré tous les calculs qu'on fait sur la supply chain, etc. etc. Et de la même façon, je suis au conseil d'administration d'un certain nombre d'entreprises dont vous avez parlé, et certaines sont des développeurs d'énergie renouvelable, donc je suis fondamental, et j'avais à l'époque investi beaucoup pour amener Alstom à devenir un des acteurs de l'énergie renouvelable. Et à ce propos, d'ailleurs, c'est la seule partie qui a vraiment survécu aujourd'hui chez General Electric. Mais enfin, ça, c'est un autre sujet. Par contre, ce qu'il faut regarder dans le renouvelable, c'est que lorsqu'on me dit: «Ah ben aujourd'hui, l'énergie solaire ou l'énergie éolienne est moins chère que le nucléaire, que le fossile, que je sais pas trop quoi», tout en oubliant simplement qu'on parle de facteurs de charge, c'est-à-dire de, de, de pourcentage de temps pendant lesquels cette énergie est capable d'être fournie, qui sont très bas. Et donc, quand vous parlez de renouvelable, vous parlez d'intermittence et d'interruption. Donc, vous parlez de stockage ou de backup. Et en plus, vous parlez de modification de réseau. Ça, on l'oublie. Donc, conclusion, on ne prend pas les bonnes décisions parce qu'on se OK. ment. Donc en gros, ce que vous disiez, c'est donc il y a tout un tas déjà de caractéristiques de chacun des types d'énergie qui ne sont pas forcément pris en compte en termes de coût. Voilà. Le coût du CO2 qui est pas forcément pris en compte non plus. Oui. Un autre point aussi que vous aviez cité là, lors de notre dernier échange, qui était le fait que quand on va vendre, en fait, finalement, on va évaluer par exemple le coût du pétrole, etc. On va finalement regarder simplement le coût de l'extraction. Ah oui, mais alors ça, Ah, c'est là, on va prendre 2 heures pour en discuter parce qu'en fait, c'est la base de dont je vais vous parler tout de suite lorsqu'on parlera plutôt de Earth on Board. En fait, parce que, et donc, pourquoi c'est si difficile? C'est parce qu'on est addicted et on ne veut pas reconnaître cette addiction. On ne veut pas prendre les bonnes mesures en prenant l'ensemble des conséquences de notre business model. Et peut-être on arrive rapidement d'ailleurs à Earth on Board. Et en fait, nous, moi, ma génération, et la vôtre, peut-être pas, en tout cas, est en train d'essayer de réfléchir différemment. Notre développement a été basé sur le fait qu'on a considéré la nature comme inépuisable et gratuite. Et cette hypothèse de base est fausse, fondamentalement fausse. Donc,
Ça implique, par exemple, que tous les profits déclarés par les entreprises sont faux. Ça ne nous empêche pas de distribuer des dividendes et de distribuer des bonus. Ça c'est clair, mais c'est quand même faux. Donc il faut reconnaître ça. Et on peut dire, je distribue des dividendes et des bonus sur la base de faux chiffres. Moi, ça ne me dérange pas, mais il faut dire qu'ils sont faux. Il ne faut pas juste se faire plaisir. C'est pour ça que je dis, on se ment tranquillement. On essaye en tout cas de se mentir tranquillement. Mais la nature nous rattrape de toute façon parce que lorsque j'ai lu un de vos articles récemment sur les system boundaries, à partir du moment où vous arrivez aux limites de la planète, ben, ça y est, les vraies questions sont en train de se poser. Mmh. Il y avait un autre point, moi, qui m'intéressait aussi, puisque quand vous parliez tout à l'heure de votre expérience côté Alstom, on Mhm. sentait qu'il y avait vraiment un enjeu, on va dire, de survie, de l'entreprise, qui fait que Oui, ça avait facilité la prise en compte de certaines décisions. oui, Or, nous, quand on est aujourd'hui, on discute avec, certaines personnes que je ne vais pas oui. citer, ils disent: «Bah, oui, Revenez on plus sait tard. qu'il y a voilà, on sait qu'il y a un sujet, mais aujourd'hui, il y a rien qui est suffisamment, en tout cas, alors pas forcément urgent, parce que l'urgence, elle est bien là, mais suffisamment tangible, ou je sais pas, où les pressions, sont pas suffisamment, tangibles pour finalement, pousser les décisions qui doivent être prises. Et donc il y a un peu ce côté de lien au long terme, ou la capacité à se projeter, à prendre en compte des risques qui sont peut-être un peu plus à Ouais. des horizons un Alors peu ça, différents c'est des horizons business classiques, quoi. bien sûr, c'est la tragédie des horizons, comme certains ont écrit, mais je pense que là, l'instrument scénario aide beaucoup. Parce qu'en fait, vous aidez les gens à réfléchir. Et si ça se passait, on les met dans un cadre un peu safe, où on ne leur demande pas si ça va se passer demain, qu'est-ce que vous faites? On dit, et si ça se passait, réfléchissons un peu. Alors, il y a des gens qui disent, c'est encore très loin de nous, on a le temps. Alors là, je veux simplement leur demander de réfléchir avec moi 3 minutes, et je peux vous donner cet effet. Réfléchissons un peu sur 3 ou 4 secteurs que je connais bien. L'énergie. Je vous signale qu'en 2010, donc il n'y a pas 3 siècles, en 2010, les équipements qu'on vendait encore, et donc j'étais encore chez Alstom, les équipements étaient des équipements pour le fossile. C'est-à-dire, on vendait de la centrale à charbon, de la centrale à gaz, etc., etc. L'an dernier, ce marché, c'est zéro en Europe. Ça n'a pas diminué de 10% par an. Ça s'est écroulé en moins de 5 ans. Je vous prends un autre, la mobilité. Je ne sais pas si vous avez vu les statistiques hier sur le nombre de voitures électriques. Et puis, on pourra parler de l'hydrogène aussi peut-être tout à l'heure. Mais de toute façon, la rapidité du changement est colossale pour une raison très simple. Le business ne réagit pas à des faits, le business réagit à des expectations of facts. À partir du moment où un CEO responsable rentre dans sa petite machine à réfléchir, quelque chose qu'il sait qu'il va arriver, la décision est prise, même si ce n'est pas encore vu. Donc, le problème, c'est de lui faire, d'ouvrir son imagination, de lui faire ne pas avoir peur, et il prendra les décisions et il va accélérer. Et c'est là que la technologie arrive d'ailleurs entre nous. Mmh. OK. Donc en gros, là, les 2 grands points là que vous mettiez, en avant, c'était donc justement cette bonne évaluation des coûts en arrêtant de se mentir Voilà. pour pouvoir comparer correctement les différentes options, puisque finalement une prise de décision à l'échelle d'une entreprise, c'est basé sur une analyse la plus objective possible des différentes options. Et même si les Et coûts ne puis sont pas reconnus. Par exemple, dans le carbone, vous avez les méthodes les méthodes de shadow price qui sont fondamentales. Euh, Quelqu'un qui aujourd'hui calcule un cash flow sans mettre un prix du carbone, shadow price, il est négligent. C'est obligé qu'avant un certain nombre d'années, et certainement bien avant la fin de la vie utile de son équipement, le carbone aura un prix. Le problème, c'est de savoir combien, c'est pas de savoir si. Donc aujourd'hui, les gens parlent de 100 dollars la tonne, par exemple, comme nous, on parlait de 5 il y a seulement 5 ans. Donc mmh, celui qui fait un cash, il prend une décision sans mettre ça, il est négligent. mmh. OK, ouais, donc Il est un effectivement peu idiot d'ailleurs.
Donc, il y avait du coup donc la prise en compte de l'ensemble de ces coûts, Mmh, même les coûts cachés, et cetera, et cette capacité à se projeter et à voir les différents, scénarios en essayant de s'extraire de la situation de aujourd'hui, maintenant et de ouais, prendre en compte, bah, justement ces transformations, ces changements mmh. qui peuvent aller, beaucoup plus vite que prévu. Vous avez vu Avec le cette vous fameuse avez oui, parce qu'il y avait un autre secteur qu'on peut prendre, di en 3 secondes. Vous avez vu le résultat des entreprises pétrolières, qui commencent à sortir, des dizaines de milliards de pertes, pour les grands, heu, ExxonMobil, BP, Shell et cetera. Donc les grands et le fait que les 2 dernières années, ils ont passé leur temps soit à racheter des actions avec le peu de trésorerie qu'il leur reste et à passer des write-off, de stranded assets depuis qu'ils ne n'exploreront jamais. Donc la vraie question, on demande: «Pourquoi vous avez fait les trous?» parce que ça, c'était déjà évident il y a 4, 5 ans. Donc, messieurs, dames, expliquez-nous un peu où est passé notre argent. Et c'est la prochaine question qu'ils vont recevoir, hein. La chute des actions ne s'explique que comme ça. Le marché a compris. Donc en gros, c'est qu'il y a en plus il va y avoir des comptes à rendre auprès des différents actionnaires qui Bien vont dire: «Beh, sûr, vous saviez pourquoi vous avez, bah, bien sûr, agi de telle ou telle c'est manière». pas il va y avoir, il est en train d'avoir. Mmh. Donc ça, OK, c'est clair. et donc bah, du coup, justement, ça nous fait un bon lien sur la suite. Donc, Oui, vous avez fondé il y a 4 ans, je crois, Earth on Board, donc justement avec cette mission de sensibiliser les conseils d'administration à leur oui. rôle dans la prise en compte de ces enjeux, environnementaux au sein des entreprises. Et donc du coup, moi, ma première question, puisqu'à l'origine, je connaissais pas très bien, en fait, le rôle des conseils d'administration, pourquoi finalement vous Vous êtes pas adressez la seule, mais c'est pour ça que j'ai créé Earth Board, voilà. justement. Pourquoi vous adresser au conseil d'administration? Puisque moi, naturellement, je me dis: «Bah, il aurait fallu s'adresser au board, aux dirigeants, et cetera». Au Donc CEO, pourquoi oui. les conseils le CEO, Mmh. pourquoi finalement les conseils d'administration? Pourquoi finalement ce rôle, il est clé, notamment sur ce sujet-là, face Mmh. à ces problématiques-là? Bah, en fait, un peu, quand je suis sorti d'Alstom, et que j'ai décidé de changer de vie et passer mon temps maintenant à essayer de convaincre les entreprises que la sustainability, pour être simple, le développement durable, c'est la stratégie. C'est pas un élément de stratégie, c'est la stratégie. Le modèle basé sur la nature est gratuite et illimitée, c'est fini. Le modèle basé sur on augmente les inégalités entre pays, puis à l'intérieur de chaque pays, c'est fini, on ne tiendra pas. Donc il faut réformer tout ça si on veut, survivre. Lorsque j'ai décidé de faire ça, je suis donc allé, enseigner à Cambridge, qui m'a gentiment invité, travailler au WBCSD, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, et dans d'autres organismes autour du développement durable. Et je continue à participer grâce à mes conseils d'administration, je fais aussi pas mal de conseils auprès des CEO, de multinationales autour de ce sujet-là, comment prendre la sustainability comme stratégie et non plus comme un élément de stratégie. Et ils me disent tous: c'est quand même super ce que tu fais maintenant» et là, on me parle dans les conversations après le déjeuner sur le sens de la vie et qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à 60 ans et cetera. Donc je vous passe là tout ça, c'est pas ça l'important et il me disait: «C'est quand même super» et je dis: «Bah, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu qu'à faire la même chose. Parce qu'en plus, toi, tu as le stylo, tu as encore le carnet de chèques. Donc moi, je l'ai plus, il faut que je te convainque de faire le chèque. Mais toi, tu peux le faire. J'étais à ta place il y a quelques mois et je sais ce que c'est d'être CEO et d'avoir le pouvoir de décision. Donc tu peux le faire. Donc fais-le. Là, la conversation s'arrêtait un tout petit peu. Alors, je le faisais qu'à la fin, une fois qu'on avait fini le déjeuner, parce que et donc la conversation, baissait un peu parce que la personne généralement me répondait: «Ah, j'adorerais faire ça, mais le prix de mon action va pas bouger d'un centime. Elle va même peut-être baisser si je suis trop vocal, là-dessus». Première réponse, pas très bonne réponse d'ailleurs, parce que c'est en train de changer. Mais à l'époque, c'était recevable comme argument. Le deuxième, c'était mon conseil d'administration me demande rien de tout ça. Mon conseil d'administration, il me demande des résultats trimestriels, des cash flows, des machins, des trucs, et tes considérations là sympathiques ne rentrent pas en ligne de compte. Donc c'est là où j'ai compris qu'en fait il y avait un petit problème parce que moi, pour moi, le conseil d'administration, et ça c'est vrai dans le monde entier, est en général responsable de trois choses. Un, il doit défendre les intérêts de l'entreprise.
qu'on a d'une façon erronée et quelquefois même illégale, résumée à c'est l'intérêt des actionnaires qui prime. Ça, c'est des idées de Milton Friedman qui ont à peine 50 ans et qui sont, à mon avis d'ailleurs, la cause d'un certain nombre de nos problèmes. Mais c'est pas grave, mais c'est sûrement pas la loi et c'est sûrement pas ce que le conseil doit faire. Deuxièmement, en anglais, on dit care and diligence, c'est-à-dire qu'on doit être prudent et diligent, c'est-à-dire qu'on doit faire son travail. Ça, on y reviendra tout à l'heure. Le conseil d'administration ne doit pas tout savoir, mais il doit poser les bonnes questions dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'intérêt d'un certain nombre de considérations autour des risques, des opportunités, etc. Et troisièmement, le conseil d'administration doit communiquer à l'extérieur d'une façon équilibrée et vraie. Bon, ces trois choses-là ont fondamentalement changé en 2015 avec l'accord de Paris et l'arrivée des ODD. Vous ne pouvez plus dire que vous ne savez pas. Donc ça, pour un conseil d'administration, c'est le mur de la défense qui s'écroule. Parce qu'un conseil, en général, lorsqu'on le prend la main dans le sac, d'avoir pris une mauvaise décision, il dit, bah, je ne peux pas tout savoir. Moi, j'ai pris ma décision en bon père de famille, on disait en France à l'époque, dans les connaissances que j'ai. Bah, bonne nouvelle, vous ne pouvez plus ne pas considérer le risque climatique lorsque vous êtes au conseil d'administration. Bonne Je, nouvelle, vous avez les connaissances. ben, bonne nouvelle, vous êtes au courant. Il y a tout le monde entier s'est réuni à Paris pour décider de ça. L'ONU a sorti les ODD. Et je dis souvent pour plaisanter, vous avez le droit d'être président des États-Unis et d'être climato-sceptique. C'était le cas de l'autre avant. Pourquoi? Parce qu'un jour, il est monté sur le tonneau et il a dit, je ne crois pas au changement climatique, votez pour moi. Et il y a des Américains qui ont voté pour lui et qui l'ont élu. Donc c'était clair, il y avait pas de souci. Maintenant, lorsque vous êtes au bord d'une entreprise, vous n'avez pas le droit d'être climato-sceptique parce que vous faites courir à votre entreprise, parce que vous prenez des mauvaises décisions, vous faites courir à votre entreprise des risques que votre entreprise ne devrait pas courir. Et donc, vous vous exposez à des tas de responsabilités en commençant par la négligence. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de m'occuper des conseils d'administration parce que on met trop de pression sur le management et ils ne reçoivent pas du conseil les directions et l'aide euh, que le conseil est absolument non seulement légitime, mais obligé, c'est ce qu'on appelle en anglais son duty, il doit le faire, c'est sa responsabilité de considérer tout ça dans la stratégie de l'entreprise. Voilà pourquoi je m'occupe des conseils d'administration. Et du coup, à l'inverse, le conseil d'administration, quelle est sa capacité ensuite à véritablement agir sur la stratégie de l'entreprise, les décisions qui sont prises, puisque, bon, vous disiez, il peut apporter son soutien et son aide, mais est-ce qu'il a une capacité à vraiment ensuite impulser ou orienter Bien sûr. les décisions Ah dans ben, la bonne direction? je dirais que le conseil d'administration, il a, comme on a dit, il n'est pas forcément à même de prendre des décisions. Mais par contre, il pose des questions et c'est lui qui est responsable de bénir la stratégie de l'entreprise. Ça, par contre, c'est dans sa responsabilité. C'est lui qui doit évaluer les risques que l'entreprise est en train de courir. Ça, c'est dans ses responsabilités. Donc, si vous mettez ces deux choses-là, vous ne pouvez pas ne pas mettre, par exemple, la résilience de l'entreprise à l'ordre du jour. Et en faisant ça, vous amenez le management à prendre les bonnes décisions et à formuler la bonne stratégie. Mais de manière très très concrète, parce que bon, peut-être qu'une partie des gens là qui sont présents connaissent déjà bien ces rouages-là, Mhm. mais peut-être qu'une autre partie n'est pas forcément très au courant sur très Oui, concrètement comment ça s'incarne en fait cette relation-là. Que se passe-t-il entre ce conseil et quels sont ok, ils mettent le sujet ben, sur la table, ouais. mais ensuite que se passe-t-il? Alors justement, on peut juste brièvement dire qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ce que je viens de vous dire pour un conseil. Ben, ça veut dire qu'il faut réexaminer, par exemple, le portefeuille de lignes de produits. Par exemple, Unilever est en train de faire ça. C'est-à-dire, au lieu d'étudier seulement la rentabilité de son produit, il l'utilise aussi. Et tout ça part d'une chose qu'on est en train de redécouvrir. La France l'a redécouverte avec les entreprises à mission, c'est la raison d'être. Pourquoi une entreprise existe? Une entreprise n'existe pas pour faire du profit. Une entreprise doit faire du profit pour exister. C'est un tout petit peu différent. Et
il n'existe que pour remplir par la raison d'être, un besoin que la société manifeste. C'est la seule raison pour laquelle on laisse une entreprise exister. Et le Covid a été un très très bonne alerte là-dessus. Vous verrez que, et c'est pas suffisant, mais ça quand même va dans la bonne direction, vous verrez que les entreprises que la société a décidé d'aider sont des entreprises qui ont une utilité pour la société, ça c'est clair, et que pour aider, l'État, pas assez, mais peut-être que la décision d'hier sur la responsabilité de l'État sur le changement climatique va commencer aussi à changer ça. L'État a demandé des contreparties, en général écologiques. Donc je dis, ça c'est la première question, c'est-à-dire que le Conseil va réexaminer ce que fait l'entreprise. Ça c'est. Et alors pourquoi c'est parce que je vois que le temps passe et peut-être qu'il faut Oui. laisser un peu de temps pour les questions, mais qu'est-ce que ça veut dire pour la communauté R&D? Alors d'abord, je sais que vous faites une différence entre innovation et R&D, et je comprends bien pourquoi. Moi, j'aime bien introduire la notion de progrès. C'est simplement rajouter à l'idée d'innovation l'idée d'intérêt et de raison d'être d'intérêt pour la société. C'est-à-dire il faut quand même, pour entrer dans l'ère de progrès, rajouter du sens à l'innovation et pas faire de la technique pour la technique. Et je pense que ça, c'est la vraie urgence du moment. C'est que la communauté de R&D se réapproprie cette raison d'être et commence à travailler dans ce sens-là et oublie la technique pour la technique. Tout à l'heure, vous parliez d'amélioration ou de baisse de qualité. Je pense il faut vraiment revenir à cette raison d'être. Et pour conclure Ce que sur... vous faisiez comme distinction, là, c'était la distinction entre l'innovation ou Ou l'amélioration de la l'innovation. performance Ouais. pour des raisons, on va dire, plutôt économiques et Mm. compétition, etc. Et quand vous utilisez le mot progrès, c'est d'utiliser en fait finalement ces capacités de conception et d'amélioration dans une direction qui fait sens, entre guillemets, c'est-à-dire Absolument. qui a socialement un impact plutôt qui Oui. va dans le bon sens. Et qui est la contribution de la R&D à la raison d'être de l'entreprise, ça c'est très important, et à sa pérennité, la soutenabilité, comme vous dites en français. Oui. Mais donc du coup, très concrètement, puisque là, effectivement, on pourra peut-être revenir sur d'autres leviers qu'on a laissés de côté pour l'instant, Bien mais sûr. très concrètement, là, vu qu'on a, nous, côté Steam et donc les personnes avec qui on échange, parce que c'est le cœur de notre activité, plutôt effectivement un public qui est innovation R&D et qui est un petit peu parfois démuni en se disant, mais nous, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que on dit bah il y a des choses qui se passent, des décisions qui sont prises qui nous échappent un petit peu, avec notamment une mainmise assez forte des directions plutôt financières sur Oui, certaines très bien. optimisations. Et donc, Oui. comment finalement ces acteurs-là peuvent se positionner, peuvent faire poids sur ces décisions-là sans forcément changer de département, grosso modo. Absolument. Tout simplement, j'allais dire pour simplifier, en occupant l'espace qui vous est réservé. La stratégie, qui est une des responsabilités du conseil d'administration, mais aussi évidemment du COMEX ou du CEO, réserve toujours une place à des considérations autour des nouvelles technologies. Donc, de toute façon, vous avez cet espace. Donc, il faut l'occuper. Et donc, je, il faut poser les bonnes questions. Il faut mettre sur la table les bons sujets. Il faut être courageux. Il faut revenir effectivement à la raison d'être, sortir des sentiers battus. Je ne connais pas de board qui ne soit pas intéressé à des conversations sur l'avenir de l'entreprise, parce que c'est leur première responsabilité. Donc, il faut effectivement être malin. Il faut aussi lier des alliances avec la finance, c'est sûr, et avec le directeur de la stratégie, c'est aussi sûr. Mais l'un et l'autre ont besoin de l'input de la R&D et ont besoin de la vision de ces chemins long terme qui remplissent la raison d'être de l'entreprise. Donc,
Et Il y a justement, là, par exemple, enfin, juste, je vous interromps pour donner un ouais, exemple. Suite allez-y. à la crise liée au Covid, on avait Ouais. énormément d'interlocuteurs qui nous ont dit, bah, avec ce qui se passe, notamment, alors pas toutes les industries, celles qui ont été particulièrement touchées, en fait, ben, tous les investissements R&D innovation ont été réorientés sur des choses très court terme, des choses avec bah, des retombées économiques assez rapides, puisque bah, les entreprises n'étaient pas forcément dans des bonnes postures. Donc, ça ne voulait pas dire que le sujet avait disparu de l'agenda. Simplement, en termes de priorité, il y a eu un refocus encore plus fort sur le court terme. Et donc, malgré tout, même s'ils occupent cette place-là, Mmh. souvent on va leur opposer, bah, oui, mais il y a d'autres priorités, ou oui, mais voilà. Mais il y a c'est c'est évident qu'une entreprise, je serais le dernier à dire le contraire, à un moment doit s'occuper de sa survie si c'est nécessaire. Mais l'erreur serait justement de s'occuper de sa survie et de revenir, dans le même état qu'il était, avant la crise. Je pense qu'on a parlé de résilience tout à l'heure. Ce qui caractérise, le marché aujourd'hui, c'est que les variations, et les changements sont absolument ultra rapides. Personne ne pouvait prévoir, q évidemment le Covid et encore moins les conséquences du Covid. Lorsque vous voyez que vous avez des secteurs entiers de l'économie qui sont passés à 0, donc ça c'est de la résilience. Ça veut donc dire que vous ne devez pas, résister, vous devez être prêt à accueillir le changement et à revenir, et c'est là où je suis d'accord avec votre première question, et à revenir quelquefois dans des modes dégradés de fonctionnement, de façon à remplir la base de ce à quoi vous servez et de ne pas chercher à être trop sophistiqué, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Mais de toute façon, vous ne devez pas perdre le nord. Donc c'est clair que pendant quelque temps, vous pouvez être amené à, ben, à parer au plus urgent. Mais vous devez, c'est votre responsabilité d'éclairer le management là-dessus. Mais vous devez aussi éclairer les pistes long terme qui vont conduire au développement de l'entreprise. Donc, il peut y avoir des mauvais moments à passer, mais généralement assez courts, et il ne faut pas perdre de vue le long terme. Et je pense qu'il y a, je le pense et je l'ai vu, aucun conseil d'administration, aucun conseil d'administration n'est d'accord pour supprimer la recherche à long terme au bénéfice de la recherche à court terme. On peut comprendre un ajustement, mais pas une inflexion. Un dernier point, puis après, effectivement, il faudra qu'on passe aux questions. Vous vous disiez, j'aimais bien cette formule, que le conseil d'administration, c'est un allié objectif, finalement, Oui, de la R&D, de l'innovation. Peut-être juste quelques mots là-dessus, puis, et puis ensuite on oui, bien bascule sûr. sur les questions. Ben, parce que tout à l'heure, c'est parce que je vous ai dit, la première responsabilité du conseil, c'est l'intérêt de l'entreprise et pas l'intérêt de l'actionnaire, l'intérêt de l'entreprise. L'intérêt de l'entreprise voulant dire l'intérêt de la plupart de ses parties prenantes. Donc, il faut déjà les connaître, donc il faut calculer leur impact et leurs attentes, etc., etc. Mais c'est l'intérêt. Donc, c'est un allié objectif. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un décideur sur le budget de la R&D, mais c'est un sounding board. C'est un allié vis-à-vis du management des dépenses long terme dont vous parliez tout à l'heure, ou des investissements long terme. Euh, il est clair que si vous êtes au conseil d'administration, vous êtes friand et même demandeur de nouveaux problèmes, de nouveaux éclairages qu'ils peuvent demander au management d'exécuter. Le conseil d'administration ne refusera jamais un dialogue sur ce qui fait justement, ce qui l'aide à remplir sa première responsabilité, c'est de comprendre où sont les technologies de rupture, pourquoi on ne le fait pas, etc., etc. Donc c'est un allié objectif de ce dialogue-là. Je dirais que le conseil et la R&D se retrouvent justement dans le sens du temps. C'est-à-dire qu'on aime bien le temps long au conseil d'administration. Et on aime bien ceux qui nous permettent d'objectiver cette recherche à long terme. Ok. Ok, ça c'est un point, je pense, qui est assez intéressant. En tout cas, moi, personnellement, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément en tête. Et on aime bien Euh, parler, et on aime bien parler avec les gens de l'entreprise aussi. Personne ne refusera jamais. Alors évidemment, il y a des considérations de politique interne. Il faut faire un tout petit peu attention, et c'est pour ça qu'il faut avoir des alliés. Mais j'ai jamais vu un conseiller refuser de parler avec le patron de la R&D d'une entreprise. Jamais. C'est son job.
Mais par Bon. souvent, le patron n'ose pas y aller. Ça, du coup, c'est un bon point. Enfin, en tout cas, à noter si des personnes sont en position ou ont accès la Absolument. direction R&D qui Mm. pourraient du coup s'adresser directement au conseil Bien d'administration. sûr. Apparemment, c'est des choses qui se font et qui sont aussi attendues, donc intéressant. Alors, du coup, je vous propose de prendre quelques questions là sur Oui, je vous en prie. les questions qui nous ont été posées. Euh, alors, il y avait une question de Patrick Blancheton. Alors, et même chose, Antoine, s'il y a des questions qui te semblent particulièrement intéressantes, donc Antoine qui travaille avec Philippe, s'il y a Oui. des questions qui te semblent particulièrement intéressantes, n'hésite pas à les souligner ou à prendre la parole pour les partager, hein. Il y avait une question sur comment sélectionner à date, avec les enjeux actuels, les membres du conseil d'administration, comment faire évoluer les membres du conseil. Donc ça, c'est quand même assez pleine cible avec votre métier pour le coup. Comment les faire évoluer? Ben, il y a évidemment le côté légal. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de soft law et de hard law sur la diversité, qui est à peu près la seule chose qui est pratiquement en cours. Euh, on voit de plus en plus de pression, alors des actionnaires, mais aussi des organisations, des ONG et de la société en général, pour que il y a une analyse qui est sortie avant-hier ou la semaine dernière, repris par le Financial Times, sur le fait que seulement 1% des conseils étaient avaient reçu une certaine éducation et avaient une certaine compréhension du changement climatique. Donc on revient à ce qu'on disait au début, le déni total de cette classe de la société qui n'a pas envie de perdre, c'est clair. Et on a plein d'exemples. On en avait parlé un petit peu tous les deux avant. Lorsque vous faites, il y a des analyses qui sont sorties sur le fait que les universités ou les thought leaders, comme on dit en anglais, qui défendent Trump ou le fait que le changement climatique n'existe pas étaient les mêmes que ceux qui défendaient que fumer était bon pour la santé en dessous d'une pub avec le cow-boy de Marlboro. Donc la science aussi, enfin la pseudo-science, est aussi coupable d'avoir alimenté ces idées. Mais pour revenir au conseil, vous avez maintenant une prise de conscience que les capacités du conseil doivent être aussi changées en fonction des besoins de l'entreprise à long terme. Donc il y a de plus en plus de pression chez les chasseurs de tête, par exemple, pour mettre dans le critère de recrutement des critères autres que ingénieur mâle blanc de plus de 60 ans. Comme je vous le dis parce que vous alliez me poser la question. Donc. Non, je n'avais pas prévu, mais il y avait une autre question qui était intéressante, qui était sur la durée de mandat finalement du CEO, qui est finalement sur des horizons bien plus Ouais. courts que ces enjeux-là, et qui du coup crée une tension en fait entre la lecture des enjeux et du coup l'ordre des priorités Mais par ça rapport à ces change. enjeux peut-être plus long terme. Évidemment, évidemment, c'est un problème. Mais ça, vous êtes en train de décrire le business as usual, c'est-à-dire on en est là aujourd'hui, et pour des raisons très claires, c'est que la financiarisation du business, le court-termisme est au pouvoir parce qu'on veut bien, parce qu'on le veut bien. Il y a déjà des signes, et on- par hasard, c'est encore la même entreprise, mais ne jamais oublier qu'il y a quelques années, 2 ou 3 ans, Unilever a été sous un takeover hostile d'un type que je connais bien, c'était un Brésilien aussi, et qui a essayé de racheter Unilever en promettant une énorme prime aux actionnaires existants. Le board, suite après l'étude de cette offre, a refusé cette offre. Et ce qui est intéressant, ils l'ont refusé au motif que ces personnes-là n'étaient pas les actionnaires dont Unilever avait besoin. C'est-à-dire, il y a aussi, si le board a le courage, pour ne pas dire plus, de défendre cette idée, je suis responsable de cette entreprise dans le long terme, donc cette décision-là, je ne la prends pas,
parce que je sais que vous, derrière vous, il y a démantèlement, vente d'actifs, coupure, machin, maximisation, du profit et du prix de l'action. Parce que malheureusement, souvent, le prix de l'action est un tout petit peu, déconnecté de la réalité. Donc, le je suis d'accord avec votre analyse. Je pense que c'est en train de changer C'est pas la et mienne, hein, c'était une question qui non, avait été cette posée question, oui, bien sûr. de Oui, oui, je suis d'accord avec cette Claude analyse. Henri Pignon. Oui, 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 je suis d'accord que c'est la situation actuelle, mais elle est en train de changer et je pense que ça va aller beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Parce que c'est dans l'intérêt, bien compris. Ne jamais oublier que seulement, les chiffres sont un peu approximatifs, mais, mais je le tiens d'amis qui sont dans le long terme, seulement 20% des fonds sont court-termistes. 80%, c'est du long terme. Bien sûr, c'est eux qui font le prix de l'action parce que c'est eux qui font tourner l'action à court terme. Mais, et c'est ça qui fausse notre pensée. Mais jamais oublier que les actionnaires sont propriétaires d'actions. Ils ne sont pas propriétaires de l'entreprise. Et du coup, il y avait peut-être une autre question qui était d'un point de vue très pratique, puisque là, on était beaucoup sur le rôle, l'intention, Mhm. mais d'un point de vue peut-être très pragmatique sur les outils à disposition pour justement orienter ces décisions, orienter cette stratégie. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été construites qui sont à disposition en fait des entreprises pour aller dans cette direction-là? Alors ça, c'est une énorme question que vous posez. Je peux juste Peut-être très rapidement, voilà, on peut l'effleurer, mentionner. oui, l'effleurer, bien sûr. Eh ben, déjà, vous avez, par exemple, sur le climat, vous avez le TCFD, la task force, qui oblige à la transparence. Donc, pour moi, ça, c'est le début. Lorsqu'il y a transparence, ben, vous êtes obligé de faire face et de répondre. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a quand même maintenant plein d'évidences sur la discussion autour des externalités. Donc, c'est des instruments qui sont à la portée de tout le monde. Donc, transparence plus vrai coup. Et puis maintenant, vous avez quand même beaucoup d'exemples de secteurs qui sont en train de changer drastiquement suite à des considérations nouvelles et environnementales. Donc pour moi le sujet, c'est d'arriver à introduire dans le processus de prise de décision la réalité et la vérité. Même si elle n'est pas monétisée. Alors c'est un peu compliqué ce que je viens de vous dire, mais on comprend bien que c'est pas parce que le prix du carbone n'a pas encore monétisé, c'est-à-dire n'a pas donné lieu encore à une transaction monétaire, un paiement dans tous les cas, que ça ne doit pas être un élément de décision. Et donc, l'utilisation du shadow price. Je peux vous prendre plein d'exemples d'entreprises qui changent leur stratégie. J'avais fait à l'époque une étude pour, je ne vais pas vous donner le nom parce que c'était un confidentiel, mais un grand de l'agroalimentaire dont le siège est en Suisse, par exemple, et lui, il avait introduit un prix de l'eau. C'était un des rois de l'eau. Et moi, je savais, je suis de Saint-Étienne au départ, donc, et je suis pas très loin d'une ville qui s'appelle Saint-Galmier, dans laquelle il y a une source qui s'appelle la Badoie, que j'adore, n'est-ce pas? Mais quand vous mettez le prix des services rendus par la nature pour générer cette eau minérale, elle n'est pas exportable dans des bouteilles en plastique au Moyen-Orient. C'est trop cher, c'est plus cher que du pétrole et c'est plus cher que du champagne. Donc, il y a quand même, lorsque vous commencez à injecter dans la stratégie des entreprises, vous savez que Adidas, ou Puma, pardon, au début, avait fait des études et leur conclusion était le cuir sera un élément trop cher pour pouvoir l'utiliser pour faire des chaussures. Ça c'est quand même quelque chose, et ça a donné lieu à plein Réflexion derrière. de réflexions. Vous avez le cas d'école de l'eau pour Nike. L'eau est trop chère pour continuer à être utilisée dans mes matières premières. Donc, avec le, les,
les lois qui arrivent sur la responsabilité sur votre supply chain ou toutes les discussions autour des scope 1, scope 2, scope 3 maintenant, il est évident que l'écosystème de l'entreprise va être influencé par ça. Donc c'est juste qu'on ne veut pas le voir. Mmh. Alors, il y a énormément de questions. Alors du Ben coup, oui, je vois qu'il est déjà 12h30, donc je pense qu'il va falloir qu'on fasse un tri allons-y. assez fort. Alors peut-être qu'on peut faire on peut faire les choses dans l'autre sens. C'est-à-dire que Oui. pour ceux qui doivent, déjà nous quitter là maintenant, peut-être non, non, mais peut-être déjà, vous remercier d'avoir suivi, jusque-là, le webinaire, d'avoir, autant, réagi, interagi avec nous, posé toutes ces questions-là. Comme ça, moi, je fais une petite première conclusion. Et puis, pour ceux qui souhaitent rester avec nous pour descendre peut-être 2, 3 questions supplémentaires dans celles qui ont Ouais, bien été sûr. posées, bien sûr, on vous invite à rester avec nous un tout petit peu plus longtemps si vous êtes prêts à manger un tout petit peu sur la pause déjeuner. Euh, donc, du coup, simplement, nous, voilà, l'idée de ce webinaire, c'était de voir comment finalement on arrivait à réfléchir, à discuter des différentes briques qui sont nécessaires pour tout ce qui est transition environnementale dans les entreprises, en se disant, bah, voilà, il n'y a pas que les solutions et les réponses technologiques, il y a aussi d'autres éléments qu'il va Oui, falloir mettre en œuvre si on veut aller dans cette bonne direction, et notamment au niveau stratégique pour aller orienter finalement ces investissements, ces décisions. Et du coup, nous, c'était aussi l'idée de cette communauté, de cette série de webinaires, d'apporter en fait ces différentes briques au-delà de notre expertise à nous côté Steam pour essayer d'amener un maximum d'ingrédients et d'éléments sur la table pour aller dans cette direction-là. Du coup, si jamais, voilà, si jamais il y a des questions sur cette démarche, que ce soit pour nous, pour Philippe, qui du coup, donc je le rappelle, donc c'est Earth on Board, si jamais il y en a que ça intéresse d'aller jeter un œil, bah, n'hésitez pas à nous recontacter. Notamment, moi, je pense à des personnes peut-être suite à la piste que tu donnais tout à l'heure, Philippe, côté R&D innovation, comment s'adresser à des conseils d'administration. Je me dis, c'est peut-être des choses, alors même si je sais que c'est pas ton cœur d'activité, hein, mais c'est peut-être non, des choses qui peuvent poser question si on n'est pas très familier. Donc voilà, je pense que Philippe serait très content d'échanger aussi avec vous sur absolument. ces sujets-là. Mhm. Euh, donc voilà, en tout cas, nous, on vous invite à poursuivre les échanges avec nous, que ce soit sur les réseaux sociaux, etc. On vous enverra un petit mail avec toutes les informations, les ressources, le lien vers le site de Earth on Board, si vous voulez creuser un petit peu le sujet. Voilà, je ne sais pas si Philippe, tu voulais ajouter un petit truc, et Oui. puis après, On on prend l'autre reprend question. quelques questions. Ouais. Oui, parce qu'en résumé, ce qu'on peut dire, c'est la façon dont on a fait du business jusqu'à maintenant. Oublier, c'est mort. La nature, gratuité illimitée, le profit au-dessus de tout, c'est mort. Le changement est absolument en marche. On le voit maintenant, il suffit de le regarder. Je suis désolé d'utiliser en marche, mais c'est comme ça et c'est déjà là. Le premier acteurs de ce changement seront les conseils d'administration et ensuite les CEO. Et la fonction recherche, R&D, innovation est absolument essentielle à ce changement. Et vous avez porte ouverte au niveau des conseils. Donc, n'oubliez pas que la vision long terme est la raison d'être et l'action vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes est absolument nécessaire et vous êtes des acteurs essentiels de ce dialogue. Et vous n'arrêtez pas au court terme et ce n'est pas votre job. Effectivement, à un moment, vous êtes comme tout le monde, on est soumis à des contraintes court terme, mais c'est pas ça l'important. Et c'est pas ça et ça, c'est en train de changer très vite. Ok. Merci pour cette conclusion. Parce qu'il y avait une des questions qui était êtes-vous optimiste pour Pré-conclusion. la suite? Et donc, du coup, Moi, je j'ai suis l'impression que vous êtes optimiste. plutôt optimiste pour la Moi, suite. je l'ai mis sur mon. Je suis optimiste mais inquiet. Ok. Bon, bah, du coup, oui, peut-être il y avait quelques questions qu'on peut prendre. Et puis pour tous ceux, je suis désolée, où on n'aura pas eu le temps de traiter les questions là en direct avec Philippe, bah, n'hésitez pas peut-être à nous les envoyer par mail, ou nous, on pourra essayer de les récupérer, etc. On pourra faire des réponses en direct sans problème. Euh, il y avait notamment une question qui est toujours la question qui revient un petit peu entre greenwashing et puis vraie prise en compte du sujet. Donc, Mm. c'était Coralie Delanne qui posait la question. Donc, les fondations de grandes entreprises qui défendent des causes environnementales, est-ce qu'elles servent finalement davantage l'image de l'entreprise auprès du public, ou véritablement à prévoir les risques auxquels va être confrontée l'entreprise et peut-être du coup Ouais. les limiter? Alors, il y a ces deux questions-là, la fondation ou l'entreprise. Moi,
Et le greenwashing, c'est aussi maintenant, il y a par exemple, prenons une question d'actualité, la fameuse course vers le net zéro, qui est maintenant à la mode, tout le monde est net zéro, etc., sans regarder ce que ça veut dire, sans vraiment calculer ce que ça veut dire, en oubliant le scope 3. Quand on voit un pétrolier qui nous explique qu'il va être net zéro parce qu'il va être net zéro sur son scope 1, c'est juste stupide, c'est même pas du greenwashing, là, c'est au-delà de ça. Et, et les actions pour qu'ils arrêtent de dire ça comme ça gagnent. C'est plus, il y a déjà maintenant une sanction immédiate sur le greenwashing. Donc, sans rentrer dans la considération fondation ou pas, je pense que les jours du greenwashing sont comptés parce que le niveau de connaissances des parties prenantes autour de l'entreprise est en train d'augmenter et le niveau des actions des générations montantes sont extrêmement sophistiquées maintenant. Donc ça, j'y crois pas un instant. Il y en a qui peuvent encore continuer à le penser. Moi, c'est une des premières questions que je pose au conseil d'administration, par exemple, là-dessus, c'est de dire, est-ce que vous êtes conscient des, des organismes que votre entreprise finance? C'est la première question qu'ils doivent poser. Parce que quand vous sortez dans la rue en disant je suis net zéro et que vous continuez à financer des climato-sceptiques qui font du lobby en Europe, quand Mhm. vous voyez l'automobile qui se plaint pour avoir des aides pour survivre et passer le Covid, et la première chose qu'ils font, c'est qu'ils continuent à aller en Europe pour demander de repousser les mesures destinées à diminuer les émissions, il y a un petit problème quand même. Et ça, par contre, c'est direct sur la responsabilité du conseil. Direct. La responsabilité de la réputation et la Mhm. dégradation de la réputation, c'est sa responsabilité. Et du coup, là, il y avait une autre question justement sur cette fameuse responsabilité. Tout à l'heure, vous parlez beaucoup de scénario planning pour Oui, étudier, explorer ces what if, enfin oui. ces Mhm. scénarios what if. Finalement, qui finance ça? Qui décide de ça? Est-ce que c'est un conseil d'administration qui peut imposer l'exercice? Est-ce que c'est le CEO qui décide tout? Enfin, Ah comment ben, on peut pousser c'est en un fait des. cet Oui, oui, exercice? oui. Vous avez raison, et c'est un des gros points. Et nous, on milite C'est Patrick Blancheton, là, cette fois, qui pose la question. de quelle entreprise? Alors, je n'ai pas les Ah entreprises, j'ai non, juste les pardon. noms des personnes, Non, non, mais pardon. c'est juste pour savoir si c'était en relation avec un secteur particulier. Mais c'est Antoine et moi, on est en train justement de répondre à des consultations de la communauté européenne là-dessus. Et effectivement, on insiste sur le fait que pour rigoler un tout petit peu, puisqu'on est quand même pendant le temps du déjeuner, je trouve que le conseil d'administration devrait avoir un mandat à vie, c'est-à-dire il soit intouchable et il ne travaille que dans l'intérêt de l'entreprise. Il doit aussi avoir un budget complètement indépendant du CEO, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est le CEO qui va approuver les dépenses du conseil. Bon, je veux bien voir la tête d'un CEO qui refuse à un conseil de dépenser de l'argent sur un consultant pour l'aider à réfléchir au long terme de l'entreprise. Il n'y en a pas beaucoup qui oseraient. Mais il n'y a pas beaucoup de conseils qui osent le demander, alors que c'est parfaitement dans le cadre de leur responsabilité. D'accord. Donc, du coup, ce que vous dites, c'est que le conseil peut justement faire cette demande et engager ce genre de démarche, a priori, qui ne peut pas vraiment être refusée. Absolument. C'est toujours pareil. Vous savez, de la même façon qu'un conseil oublie qu'ils sont solidaires et que si une décision prise par un conseil, on est tous engagés. Donc, réfléchissons bien. Quand vous avez un conseiller, il faut bien qu'il réfléchisse avant de signer un compte rendu de réunion avec des décisions dans lesquelles il n'est pas d'accord, avec lesquelles il n'est pas d'accord. OK. Bon, bah, merci du coup pour cette dernière question. Je pense qu'on va s'arrêter là puisque bon, il est déjà 1h On moins va. 20 Ouais. et puis certains doivent avoir faim. Donc du coup, bah, déjà merci parce que là, je vois qu'il y a quand même pas mal de gens qui nous ont suivis jusqu'à maintenant. Donc merci déjà Voyez-vous? aux Les conseils résilients. les Oui. conseils d'administration, c'est un sujet que les gens sont en train de découvrir et je suis très content. Je vous remercie beaucoup de m'avoir donné cette opportunité parce qu'en fait, je suis très content d'essayer de faire le lien entre ces deux communautés parce qu'elles se rejoignent sur la question de long terme et sur la question de purpose, sur la question de raison d'être. Ça, c'est deux choses
qui vont sauver l'entreprise. Si on ne le fait pas, l'entreprise va se perdre parce que sans ce qu'on appelle les social license to operate, il n'y a pas d'entreprise. L'entreprise ne survivra pas avec cette obsession du résultat à court terme. C'est pas possible. Ça peut marcher encore quelque temps, mais ça ne va pas durer. Donc, il faut vraiment, si on veut sauver l'entreprise, changer de braquet. Bah, merci beaucoup à vous. Je pense que c'était effectivement une découverte pour une partie de l'auditoire aussi aujourd'hui. Donc merci beaucoup pour cet entretien. Je vous en prie. Et merci à tous. Bon appétit. Et puis on vous renvoie quelques petits éléments suite au webinaire si vous voulez creuser le sujet. Merci. Merci. Merci.